les questions, ce sera à la fin des 4 interventions. Donc, on va passer directement à Émilie Lamoureux, qui travaille donc à l'Université Concordia sous la codirection de Sylvain David et Geneviève Sicotte. Et la communication qu'elle va nous présenter maintenant s'intitule « Bruno Hamel, l'extériorisation de l'intériorité ». OK. Bonjour tout le monde. Comme plusieurs d'entre vous le savez, mon mémoire va porter sur les 7 jours du talion de Patrick Sénécal et sur l'adaptation cinématographique éponyme de Pods. Dans mon mémoire, en fait, ça va être de tenter de démontrer qu'en dépit des contraintes imposées par le cinéma, Pods et Sénécal arrivent à reproduire, voire à exploiter et explorer davantage l'intériorité déjà présentée dans la version écrite de l'œuvre. Il s'agira de démontrer comment les images, l'absence de trame musicale et l'utilisation minimale de dialogue se révèlent plus frappantes encore que l'accès direct aux pensées des personnages romanesques, amenant le spectateur à réfléchir à sa propre réaction face à une telle situation et à déterminer si le choix de se venger par le personnage est légitime. Pour le bien de cette brève communication, je vais seulement parler du personnage de Bruno Hamel, puisque la narration, dans le roman comme dans le film, accorde plus d'importance à ce dernier qu'aux autres. Tout au long de l'histoire, le lecteur-spectateur suit l'évolution... Le lecteur ou le spectateur, pardon. Okay. Je vais dire ça souvent dans ma communication. Suit l'évolution du personnage. Au début, celui-ci semble vivre son deuil normalement, mais très vite, la colère prend le dessus. Celle-ci, en fait, est entièrement dirigée vers le meurtrier de sa fille, qu'il surnomme le monstre tout au long du roman. En fait, c'est cette dernière qui le pousse à enlever et à torturer le meurtrier. Nous verrons que même s'il exécute ses tortures avec beaucoup de sang-froid au cours des premiers jours, il perd rapidement la carte. La violence ne le satisfait plus et il devient de plus en plus impulsif jusqu'au 7e jour où il craque. Pour la communication, j'ai laissé un peu de côté les notions théoriques. Je vais juste vraiment m'attarder à l'analyse de certains passages. Donc, la communication va être divisée en 3 parties qui suivent l'évolution de la diégésèse. Donc, l'évolution du personnage. La première examinera, dans le fond, la réaction du personnage lorsqu'il apprend que le meurtrier de sa fille a été arrêté. La deuxième traitera de la colère et de la recherche de satisfaction. Et la dernière montrera la déraille du personnage, la perte de contrôle sur ses actions. Donc, au début du roman, lorsque Bruno Hamel découvre le corps de sa fille, il entre en état de choc qui est représenté par le silence dans le film et la quasi-absence de dialogue dans le roman. Après quelques jours sous le choc, le silence est enfin rompu par l'appel du sergent détective Mercure, le policier en charge de l'enquête. Ce dernier lui annonce que la police a trouvé l'assassin de sa fille. Pour Bruno, le choc fait place à quelque chose de sombre. Toutes les émotions qu'il n'a pas réussi à exprimer lors des jours précédents surgissent et il les canalise pour les rediriger vers le meurtrier de sa fille, Jasmine. Dans le roman, le passage de l'un à l'autre est décrit sur plusieurs pages. D'abord, la narration souligne directement le changement d'une émotion à l'autre. Donc, on peut lire, et je cite, « Quelque chose s'écroulant en Bruno. Pour la première fois, ses émotions se détachèrent de la perte de sa fille et se fixèrent sur l'existence de cet assassin. » Fin de la citation. Ici, Bruno ne fait que diriger des émotions encore imprécises vers le meurtre. Cependant, quelques pages plus loin, lorsqu'Hamel regarde le bulletin de nouvelles montrant le meurtrier sourire à la caméra, cette émotion, jusqu'alors indéfinie, se transforme en colère. Hamel est hanté par ce sourire qu'il décrit comme arrogant et méprisant, et c'est ceci qui le pousse à élaborer son terrible projet. Maintenant, on va juste regarder un court extrait pour voir comment la transition de l'état de choc à celui de colère se fait dans le film. À l'instar du roman où, après la description du changement d'émotion, le médecin et le sergent détective ont une brève conversation sur les prochaines étapes de l'enquête, Bruno ne fait que répéter le mot « assassin » dans un souffle. Puis il ne prononce plus aucune parole. La caméra exerce un travelling avant. Elle s'approche tranquillement du personnage pour finalement s'arrêter sur un gros plan de son visage. Dans la scène suivante, on peut voir Bruno qui regarde le bulletin de nouvelles. Son attention est concentrée sur le meurtrier de sa fille. Il ne peut détacher son regard de l'écran. La caméra alterne entre des plans de plus en plus rapprochés du personnage et des plans de la télévision pour montrer la réaction de ce dernier par rapport à ce qu'il voit. Le médecin garde un air dur tout au long du passage et ne semble pas entendre les informations véhiculées par l'animatrice. Cette impression se concrétise quand la caméra s'arrête finalement sur le visage de Bruno et que plus un son ne se fait entendre. Dans le roman, comme mentionné précédemment,
La façon dont j'aime le projet de Bruno dans l'esprit est décrite sur plusieurs pages. La narration explique comment le personnage en vient à décider d'élaborer son plan. Déjà, on voit que le médecin tente de rationaliser cette décision. Il les justifie en redécrivant ce que le maire a fait à sa fille, ce qui influence l'attitude du lecteur envers son projet. Ce dernier semble ainsi légitime. Dans le film, au lieu de décrire qu'un terrible projet germe en lui, la caméra ne montre que la réaction du personnage. Le fait qu'il répète « assassin » d'une voix faible montre qu'il n'avait pas encore réfléchi à l'existence de cet homme. Par des plans rapprochés de son visage, on voit que cette nouvelle le trouble au plus haut point. Le fait que le film ait décidé de ne pas relater la conversation qui a suivi cette annonce dans le roman, mais plutôt d'instaurer encore une fois le silence, permet au spectateur de se concentrer uniquement sur les émotions du personnage et ainsi d'accéder plus facilement à son intériorité. La scène qui suit permet la même chose. Bruno n'a pas besoin de demander à sa conjointe de couper le son de la télé, comme il le fait dans le roman, puisqu'il ne l'entend déjà pas. De plus, le silence dont fait preuve l'œuvre donne le ton au reste du film où le personnage ne parle presque pas. Donc, après ce passage, comme mentionné un peu plus tôt, Bruno kidnappe le meurtrier de sa fille. Dès les premiers jours, on constate qu'il éprouve un certain plaisir à le faire souffrir. Cependant, nous allons maintenant voir que plus Bruno torture son prisonnier, moins il tend à être satisfait. En effet, le premier signe de ceci se fait sentir lors du 3e jour. Dans le roman, Bruno décide d'utiliser un fouet qu'il a acheté lors de l'élaboration de son plan pour faire mal au monstre. Pendant qu'il fouette, la narration explique qu'il, et je cite, frappe avec l'intention de gravir un échelon de plus dans l'échelle de satisfaction. Fin de la citation. Le médecin martèle son prisonnier de coups jusqu'à ce qu'il soit évanoui. C'est à ce moment que l'on peut lire, et je cite, « Cela avait été plutôt satisfaisant. Il avait même monté un échelon supplémentaire dans l'échelle de la satisfaction, il le ressentait. Pourtant, cela avait été plutôt difficile. La satisfaction avait été longue à venir. Quoique Bruno ait réussi à atteindre son objectif, cela avait pris beaucoup plus de temps. L'utilisation de l'adverbe plutôt vient en quelque sorte quantifier son niveau de satisfaction. Le personnage est satisfait, mais pas complètement. La narration laisse ainsi percevoir que plus les jours passeront, moins il n'éprouvera de plaisir à torturer le monstre. Dans le film, le fouet est remplacé par une chaîne trouvée par hasard dans un lavabo du chalet, ce qui donne l'impression que l'acte qu'il va commettre n'est pas du tout calculé, ce qui entre en contraste avec tout ce qu'il fait depuis le début. Je vais juste regarder encore un bref extrait. Je vais couper un peu l'extrait parce que je pense que j'aurai pas assez de temps sinon. Comment? Ah, c'est pas possible. On va arrêter ça. OK. Donc, ici, nous avons plutôt l'impression que ce n'est qu'en voyant la chaîne que Amel a eu son idée pour la prochaine torture. À l'instar du roman, qui dépeint un personnage très lucide et en contrôle de ses émotions, décrit par l'expression, entre autres, d'un visage de cire, on peut voir la colère sur le visage de Bruno et on peut entendre les cris de rage qu'il pousse à chaque coup infligé. De plus, celui-ci continue de frapper son prisonnier même après qu'il ait perdu connaissance, ce qui montre que le personnage n'est pas encouragé par les gémissements de celui-ci, mais plutôt par une force intérieure. Le fait qu'il continue de le marteler de coups démontre aussi qu'il n'est pas encore satisfait lorsque celui ne répond plus à ses attaques. Ce n'est plus une question de faire souffrir la mère, mais uniquement d'assouvir sa rage. Je déparle aujourd'hui. OK. Encore une fois, dans le roman, tout ceci est présenté d'un point de vue interne. Le raisonnement de Bruno vient donner de la légitimité à ses actions. Le personnage rappelle constamment au lecteur la raison pour laquelle il fait ce qu'il fait, ce qui incite celui-ci à sympathiser avec lui et peut-être même à approuver sa décision de torturer celui qui lui cause autant de souffrance. Le surplus d'informations que livre la narration à travers les pensées de Bruno empêche le lecteur de vraiment accéder à son intériorité, puisqu'elle ne prend pas le temps de bien décrire ses émotions. Elle se concentre davantage sur des constatations et passe rapidement sur les états d'âme du personnage. Le film, quant à lui, présente le tout d'un point de vue externe et place le spectateur devant la situation. Il peut ainsi voir la spontanéité de sa décision, la rage de Bruno qui s'intensifie à chaque coup et l'horreur de la scène. Les images présentées donnent ainsi une meilleure idée de ce que le médecin ressent que l'accès aux pensées dans le texte écrit. De plus, l'attitude du personnage est plus cohérente avec son évolution. La rage prend de plus en plus le dessus et il perd le contrôle. La caméra, en exposant les faits, offre le choix au spectateur de décider s'il approuve ou non des actions du médecin. Au cours des jours suivants, Amel commence à déraper. Les tortures qu'il fait subir au monstre ne le satisfont plus. La rage prend le dessus, il a de plus en plus de mal à se contrôler. Il boit beaucoup et est incapable de jouir de ses actions.
Dans le roman, ceci est encore une fois montré par des références à l'échelle de satisfaction. À plusieurs reprises, la narration fait allusion au fait qu'il est incapable de gravir l'échelon supérieur. Et je cite, « Bruno s'énerve de plus en plus, incapable d'atteindre cet autre échelon dans l'échelle de la satisfaction, incapable de jouir de sa torture, ou encore, et je cite, « Crève-lui les yeux et laisse ton dégoût se transformer en satisfaction, en satisfaction, en satisfaction, si boire. » Bruno n'éprouve plus de plaisir à torturer son prisonnier et cela l'enrage. Il retourne cette rage contre le maire et s'en prend à lui de façon impulsive. Il le frappe au hasard avec un scalpel par exemple. Ses actions ne sont plus calculées. Incapable de contenir sa colère, petit à petit, il perd la tête. De plus, cette insatisfaction l'amène à douter de la légitimité du crime qu'il commet. On peut lire qu'il se questionne à ce sujet. Et je cite, « Pourquoi as-tu besoin de légitimité ?» On retrouve ces réflexions tout au long des jours suivants. Il est important de noter que tout ceci se passe dans la tête du personnage et qu'à aucun moment il ne verbalise, refusant toujours d'adresser la parole au monstre. Dans le film, ce refus de parler est bien repris. De fait, Bruno n'adresse jamais la parole au meurtrier de sa fille et, à un certain moment, il utilise même une pancarte pour communiquer avec lui. Les pensées de la version écrite énoncée ci-haut sont donc transmises par l'intermédiaire de d'autres personnages. Et je vais présenter un dernier extrait que je vais couper aussi. Et dans le fond, le maire questionne Bruno sur son prochain supplice. Donc, comme nous avons pu le voir, le maire verbalise ce que pense Bruno dans le roman. Le début de ce passage montre le monstre couché sur le plancher qui questionne Bruno sur la nature de sa prochaine torture et lui dit ensuite « En plus, t'as même pas l'air d'avoir de fun ». Ainsi, le maire vient en quelque sorte agir comme la conscience de Bruno, omniprésente dans le roman. Il dit de vive voix ce que le personnage pense intérieurement. De voir la victime, le maire dans ce cas-ci, interroger son bourreau a plus d'impact que de lire les pensées du personnage qui finit toujours par rationaliser ce qu'il songe. De plus, après avoir écouté le monstre, Bruno sort de la pièce et se dirige vers le lac pour réfléchir. Il boit rapidement sa bière, se passe les mains sur le visage et prend une grande inspiration. Ceci montre que ce que le maire a dit l'affecte. Durant ce plan, la caméra est très rapprochée du visage de Bruno, pour que le spectateur puisse capter le débat intérieur que vit le personnage. Le plan suivant montre Bruno qui, ne sachant pas comment contenir sa rage et son insatisfaction, donne des coups de poing dans le mur. Contrairement au roman où le personnage retourne sa colère sur la mère, dans le film, Bruno s'en prend à lui-même. Encore une fois, ce passage démontre bien que dans le roman, le lecteur a tendance à se ranger du côté de Bruno, puisqu'il justifie constamment ses gestes. De plus, la narration répète les mêmes réflexions et les mêmes questions sur plusieurs pages, ce qui devient redondant et ne témoigne pas nécessairement de l'évolution du personnage. Dans le film, tout ceci est comprimé. L'information importante sur l'insatisfaction de Bruno est verbalisée une seule fois, provoquant une forte réaction chez le personnage et donnant, par le fait même, accès à son intériorité. Bruno n'a pas besoin de dire au spectateur ce qu'il ressent. Il le fait sentir par ses actions et par ses expressions faciales facilement identifiables par le public. Donc, nous avons vu que l'extériorité de la caméra s'avère être un avantage dans le film à l'étude, puisque la caméra peut montrer la totalité de la scène en alternance avec des plans rapprochés du visage du personnage, et ainsi bien saisir ses sentiments, éléments qui relèvent de son intériorité. Donc, en effet, Potts, par le biais des images et du montage, a réussi à bien capter les émotions de ce personnage si complexe.